Nous habitons un château aux murs si anciens, plus vieux que nos mémoires, dont les plans furent tracés bien avant que nos corps n'en franchissent le seuil. Une architecture qui ne nous a jamais prévus comme sujet, mais comme matière silencieuse, où nos choix ne sont que les couloirs étroits que l'on nous laisse, et notre nature, la poussière accumulée sur des fondations que nous n'avons pas choisies. Le château ne semble beau que tant qu'on en regarde les dorures. Traverser le pont-levis, c'est enfin le voir tel qu'il est. Une forteresse qui nous garde plus qu'elle ne nous protège. Et comprendre que le monde commence précisément là où s'arrêtent ses murs. Dans les 4 épisodes précédents, nous avons regardé les symptômes. Le visage sommé de ne pas vieillir, l'attention fragmentée jusqu'à l'oubli de soi, la place professionnelle accordée sous condition, le corps traité comme surface de projection. Aujourd'hui, nous descendons aux fondations. Pas ce que le système fait, mais ce qui le tient debout depuis des siècles. 4 piliers, construits par strates, si anciens que personne n'a plus besoin de les justifier, parce que personne ne les voit plus ainsi. Le premier pilier est la peur. Tout ordre durable commence par une peur. Celle du patriarcat est archaïque et à ce titre compréhensible. La peur de ne pas savoir. Est-ce vraiment mon enfant ? Dans un monde sans test de paternité, sans registre d'état civil, la transmission du nom, des biens, de la lignée reposait sur une question irrésoluble. Cette angoisse a produit un système entier de contrôle sur la mobilité des femmes, sur leur corps, sur leurs paroles. Pas par malveillance pure, par besoin de certitude. Nous avons toutes entendu une phrase de ce genre un jour, dite avec douceur, parfois avec amour. Ce n'est pas très féminin, ça. Une petite fille qui se bat dans la cour de récréation, qui parle trop fort, qui prend trop de place. Et l'adulte bienveillant qui recadre, non pas pour blesser, mais pour protéger. Ce que cette phrase fait est plus profond qu'une réprimande. Elle ne dit pas que tu as tort, elle dit que tu es mal. Et la petite fille ne désobéit pas, elle s'ajuste. Elle range quelque chose en elle, sans même savoir ce qu'elle range. C'est ainsi que l'ordre s'installe, pas par la force, par la répétition douce d'une frontière invisible. Nos cerveaux naturalisent ce qui est stable, répété, socialement renforcé. Ce qui est évident finit par sembler inévitable. Ce qui était inévitable finit par sembler naturel. C'est le plus grand tour de force du patriarcat. Avoir fait en sorte que la cage ressemble à un paysage. Le deuxième pilier est la loi. Si la peur a produit le contrôle, le droit l'a codifié. Pendant des siècles, la loi a transcrit la dépossession au texte officiel. Une femme passait du nom de son père à celui de son mari comme un bien change de propriétaire. Avec les mêmes formalités, les mêmes registres, la même logique d'inventaire. Ce n'est pas une métaphore, c'est du droit positif, en vigueur jusqu'au XXe siècle. En France, une femme mariée n'a obtenu le droit d'ouvrir un compte bancaire sans autorisation de son mari
qu'en 1965. La puissance maritale, ce droit du mari sur la personne et les biens de sa femme, n'a été aboli qu'en 1970. Des femmes vivant aujourd'hui ont des mères qui ont existé juridiquement sous tutelle masculine. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est de la mémoire familiale. Et certaines d'entre nous se sont retrouvées après une séparation à se battre guichet après guichet pour récupérer leur propre nom. Celui qu'elles portaient avant, celui qui était le leur. La loi a changé, mais les traces ne s'effacent pas avec les lois. Ce regard dans l'espace public, ce scan du corps féminin qui vérifie, jauge, autorise ou condamne, n'est pas un instinct. C'est le vestige d'un droit de regard qui ne dit plus son nom. Le troisième pilier est philosophique. Nous l'avons toutes vécu d'une façon ou d'une autre. La réunion où nous posons une idée clairement et où elle reste suspendue dans l'air. Puis 10 minutes plus tard, un collègue reprend la même idée et cette fois les têtes se lèvent. Nous croisons parfois le regard d'une autre femme, nous ne disons rien, nous savons, toutes les deux. Ou ce moment, dans un milieu dominé par les hommes, où notre présence elle-même semble exiger une justification que personne d'autre n'a fournie. Pendant ce temps, d'autres femmes sont là pour sourire, tenir un panneau, poser. Leur présence, elle, ne pose aucune question. Sois belle et tais-toi n'a jamais eu besoin d'être dit à voix haute pour être parfaitement compris. Cette partition a une généalogie philosophique de 25 siècles. Aristote, Descartes, Rousseau, Kant ont tous gravé dans la même pierre, avec des nuances, des variantes, mais sans jamais questionner les fondations du château. Ils en ont simplement dessiné les plans avec plus d'élégance. D'un côté l'esprit, le sujet, la raison, l'homme. De l'autre la matière, l'objet, la nature, la femme. Si la femme est corps, elle n'est plus un sujet qui désire. Elle est une matière qui est désirée. Elle n'est pas l'habitante du château, elle en est le décor. Et un décor ne prend pas la parole. Simone de Beauvoir l'a compris avec une précision chirurgicale. On ne naît pas femme, on le devient. Ce n'est pas une observation, c'est une déconstruction complète de 25 siècles de métaphysique. Le quatrième pilier est l'industrie. Les trois premiers ont bâti l'édifice. Le quatrième l'a transformé en marché. Regardons le rayon d'une pharmacie. Anti-âge, repulpant, lissant, raffermissant, correcteur. Chaque nom contient implicitement un défaut à corriger. Nous n'y entrons pas avec un problème, et pourtant nous en ressortons souvent avec la sensation diffuse d'en avoir plusieurs. Puis les régimes, décidés en janvier, repris en mars, abandonnés en juin, avec chaque fois la même promesse. Cette fois, nous serons enceintes. Assez. Nous l'espérons, être enfin assez. Et le botox, les fillers, les interventions, une aiguille dans le visage, un acte médical, pour corriger ce que le temps fait naturellement à un corps vivant. Nous ne nous soumettons pas
à tout ça par vanité. Nous nous soumettons parce que nous avons appris que vieillir visiblement était une forme d'échec. Ce qui est remarquable et douloureux, c'est que nous le savons souvent. Nous connaissons le mécanisme et nous achetons quand même, parce que la pression sociale est plus forte que la lucidité intellectuelle. Une femme qui habite pleinement son corps, qui occupe l'espace sans s'excuser, représente un manque à gagner considérable pour des industries entières. L'inadéquation n'est pas un dommage collatéral du système, elle en est le moteur. Et la sexualisation n'est plus imposée, elle est présentée comme une reprise de pouvoir. Le lissage n'est plus une obligation, c'est un soin de soi. Les mots ont changé, la structure, elle, est restée. Pourquoi le système tient encore? Si le château tient encore debout, c'est par sa capacité à se faire passer pour un paysage. Mais il y a aussi quelque chose de plus intime. Ce sont souvent celles qui nous aimaient le plus, nos mères, nos grands-mères, qui nous ont transmis les codes du château. Non par goût de la soumission, mais par stratégie de survie. Elles savaient ce qu'il en coûtait de sortir du cadre. C'est un amour teinté de peur qui a fini par recycler le système de génération en génération. Comme si l'on transmettait un trousseau de clés sans jamais oser ouvrir la porte de sortie. Comprendre cela ne demande pas d'en vouloir à ces femmes. Cela demande de recevoir leur héritage avec lucidité, garder leur amour, poser leur peur. Sortir du château ne demande pas de renverser ses murs. Parfois, il suffit de cesser de croire qu'ils sont le seul horizon possible. De nommer, en appelant structure, ce que nous a appris à appeler nature, en lui rendant sa dimension humaine et donc sa fragilité. De distinguer la sécurité de l'obéissance, car elles ne sont pas la même chose, même si elles ont été longtemps occupées par le même espace dans nos vies. Et de transmettre un autre souffle, de décider que les générations suivantes ne recevront pas un trousseau de clés de prison en héritage, mais une boussole pour l'immensité. Dans cette série « Femmes, je vous aime », nous avons exploré plusieurs visages du patriarcat et leurs mécanismes. Aujourd'hui, ce sont ses fondations. La peur organisée en système, le corps codifié en capital, la pensée réduite à la matière, le désir industrialisé en marché. Voir les murs, c'est déjà ne plus leur appartenir tout à fait. Le pont-levis est baissé. Au-delà, il n'y a pas de plan tracé, pas de couloir étroit. Il y a le risque de la liberté et la beauté d'un corps qui enfin ne s'ajuste plus qu'à son propre souffle. Alors jusqu'où continuer à appeler naturel un ordre qui nous distribue avant même que nous parlions? L'article complet est disponible sur Substack, le lien est en description. Si cette série vous a accompagné, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et si ce passage vous a parlé, partagez-le. C'est comme ça que les bonnes choses voyagent.